Pour moi, c'est un honneur et un plaisir de venir parler aujourd'hui de ce que l'on appelle les phénomènes de la récupération de la mémoire historique en Espagne, qui vont ouvrir cette réflexion et ces rencontres de 2 jours sur des thèmes sur les représentations de la guerre et du franquisme. Donc, pour ma part, le but de cette conférence, c'est de donner quelques pistes sur les raisons qui font que sans cesse la guerre d'Espagne et le franquisme, le souvenir du franquisme, reviennent sur le terrain de l'actualité politique, sociale et culturelle, et sont éternellement présents, on va dire, dans les productions culturelles. Donc, je vais commencer par une petite anecdote qui en dit long sur le silence dans lequel la société espagnole s'est tenue et a été tenue en relation avec le souvenir et la mémoire de cette guerre civile et surtout de sa période dictatoriale. À la fin du mois d'avril 2010, des amis et des parents, donc c'est une anecdote personnelle, des amis et des parents m'ont posé une série de questions. Ce sont des amis et des parents qui sont tout à fait hors du cercle d'hispanistes que je fréquente et dans lequel je travaille. Et ils m'ont posé les questions suivantes. C'était, tu savais, Florence, que des gens ont été assassinés en Espagne après la guerre? Tu savais, Florence, qu'il y a des charniers en Espagne et qu'il paraît qu'il y a des gens enterrés dans les fossés au bord des chemins? Et qu'est-ce que tu en penses du résultat du procès de Garzón? Voilà, donc en fait, ils avaient vu, toutes ces questions ont surgi autour de moi, dans mon entourage non espagnol et non hispaniste, ont surgi parce qu'ils venaient de voir au journal de 20h, un soir au journal de 20h, le 24 avril, un tout petit reportage, quelques minutes, sur une ample manifestation de soutien qui s'était tenue à Madrid, spontanément, pour apporter, pour dire, disons, le soutien que les gens voulaient apporter à Baltasar Garzón, donc le juge suspendu pour prévarication dans l'instruction d'un procès sur le dossier des disparus de la guerre et de l'après-guerre civile. Ils avaient été émus parce qu'ils connaissaient comme beaucoup d'entre nous, connaissent ce juge pour être celui qui a poursuivi le général Pinochet. Et donc de voir tout à coup rapprocher cette image emblématique, cette image de juge emblématique de l'image d'un homme qu'on était en train de faire tomber, ça les avait beaucoup choqués et surpris. Et c'est à cette occasion qu'ils avaient vu donc dans les rues de Madrid un grand nombre de personnes qui, à leur grande surprise, brandissaient des panneaux sur lesquels étaient reproduites les photos de leurs disparus, des disparus de leur famille, pendant ou après la guerre civile. Et c'était des images qu'ils avaient cru être l'apanage de sociétés dont ils se souvenaient très clairement qu'elles avaient été des dictatures, ce qui n'était pas le cas pour l'Espagne. Ils avaient un petit peu oublié. Ça s'était en tout cas un peu gommé. Disons, la dimension dictatoriale réelle du régime de Franco s'était gommée. Et donc, ils étaient étonnés aussi de voir une mobilisation aussi ample et aussi organisée, et de voir qu'il y avait des Espagnols qui brûlaient encore de solder les comptes de leur histoire récente, une histoire familiale, une histoire politique, alors qu'il s'était passé 70 ans depuis la guerre et 35 ans depuis la mort du général Franco. Mais bon, il faut dire que pour des raisons politiques, pour une raison politique ou pour une autre, selon la période, le moment de vérité sur ce passé douloureux avait été enfoui. Entre-temps,
depuis la période de la transition, un vaste réseau de militants pour la récupération de la mémoire historique s'était reconstruit, et c'est entre autres ce réseau de militants qui était présent lors de cette manifestation. Donc, pour comprendre et poursuivre un petit peu l'évolution de l'interprétation de ces événements, la guerre civile et le franquisme, et les représentations qui en ont été données par la suite, je vais d'abord faire un petit rappel de quelques éléments les concernant. Et tout d'abord, les représentations successives de la guerre civile qui se sont construites au fil du temps et de l'évolution des situations politiques. Pour nous, en général, nous gardons de la guerre civile le souvenir de l'Espagne républicaine vaincue et surtout les images poignantes pour les Français de l'arrivée des républicains à la frontière des Pyrénées, les républicains qui fuyaient devant la répression franquiste. Donc, à l'image de tous les bouleversements politiques tragiques, la guerre civile est accompagnée d'un foisonnement de représentations. Et les premières, ce sont les représentations les plus courantes qui nous sont parvenues et qui ont été forgées par les deux camps qui se sont opposés pendant la guerre civile. Des représentations forgées à chaud, qui se rejoignent dans une représentation simpliste, une interprétation simpliste et et plutôt dualiste. D'un côté, il y avait les auteurs du coup d'État, qu'on appelait los nacionales. Et pour eux, il y avait l'Espagne et l'anti-Espagne, la civilisation chrétienne qui s'opposait à la barbarie, l'Espagne au service de Dieu agressée par le communisme international de Moscou, qui tirait les ficelles. Et du côté des républicains, on faisait du combat de la guerre civile une lecture politique et idéologique dans laquelle il y avait un peuple en lutte contre la classe des privilégiés, les réactionnaires, les monarchistes et les fascistes, et leurs alliés étrangers, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. C'est cette version qui nous est souvent parvenue en France, notamment par la voix des exilés politiques. Après cette période de construction des récits fondateurs, chaque inflexion ou chaque césure politique a procédé à des réinterprétations, tantôt scientifiques et tantôt plus émotionnelles. Dans les années 60, avec les changements qui se sont produits en Espagne, changements économiques et sociologiques qu'a connu le pays, on a vu un nouveau schéma narratif s'imposer. D'abord, la dictature, qui avait besoin de durer dans le temps, a dû changer, a dû modifier son apparence, on va dire. Et donc, d'abord, elle a commencé par abandonner une rhétorique épique et elle a toléré une interprétation qui avait vu le jour dans les secteurs de son opposition. Cette interprétation est née, paradoxalement, dans les secteurs des phalangistes déçus, qui avaient été relégués au second plan par le général Franco, dans les secteurs aussi des démocrates chrétiens, qui interrogeaient l'Église catholique sur ses accointances avec le régime dictatorial et sur son implication dans un régime, aux côtés d'un régime qui était responsable de pratiques d'injustice sociale notoires et antérieures aux années 30. Et puis aussi le Parti communiste, en particulier le Parti communiste clandestin, qui lui avait fait depuis 1956 la proposition d'une réconciliation nationale pacifique, après avoir constaté de son côté que la violence, le mode d'action des guérillas après la guerre, n'était pas opérationnel. À la même période, le Parti socialiste faisait parlait de son côté d'une tuerie fratricide inutile pour synthétiser ce qu'avait été la guerre civile. Enfin, à la même période, donc fin des années 50, années 60, on observe l'arrivée d'une génération, d'une nouvelle génération à l'âge adulte, une génération de personnes qui sont nées après la guerre et qui adoptent progressivement un discours de réconciliation pour ce secteur aussi.
Donc on voit se former et s'affirmer un nouveau discours sur la guerre qui refuse la représentation de l'Espagne caricaturalement divisée entre vainqueurs et vaincus. Et c'est la lecture d'une folie, d'une tragédie collective, honteuse pour tous, dont il faut effacer le souvenir dans la perspective de la reconstruction démocratique, qui est peu à peu adoptée. En fait, cette démarche qui consistait à assumer une faute collective, en excluant l'évaluation de la gravité de la culpabilité de chacun, est apparue comme le prix à payer pour que s'éteignent ou à défaut se taisent la haine et le désir de vengeance. C'est une démarche tacite qui est marquée du sceau de valeurs chrétiennes que sont le repentir et le rachat, et qu'on exigeait donc de tous et qui impliquait un acte d'oubli volontaire. Donc il s'agissait d'une forme d'amnésie que chacun devait admettre et qui devait engendrer le pardon mutuel qui, à son tour, devait conduire à l'amnistie de tous les vaincus que la dictature avait condamnés. En retour, et par anticipation, tous les vainqueurs aussi devaient se voir absoudre d'avoir soutenu le régime injuste et la situation d'injustice qui s'était prolongée. C'est donc dans cette forme de leçon morale et dans les transformations économiques et sociologiques de l'Espagne des années 60 que, semble-t-il, prend racine le pragmatisme de la transition démocratique qui rénove, au moment où elle se produit, et prolonge le mythe d'une tragédie collective par un slogan plutôt simplificateur, commode, et qui n'a cessé de ressurgir chaque fois qu'une tragédie politique se produit dans nos sociétés occidentales. C'est le slogan du « plus jamais ça », qui permet de rejeter des événements qui nous choquent, qui nous heurtent et qui nous font horreur, et qu'on jette dans un élan du cœur chaque fois qu'il se produit quelque chose de dramatique, mais qui, de fait, paralyse toute analyse critique. Après ces rappels sur l'évolution de l'interprétation que l'on a faite de l'événement de la guerre civile, j'aimerais donner quelques éléments de rappel sur l'histoire du franquisme. On sait tous qu'il s'est instauré comme une dictature qui disait d'elle-même, pour schématiser, qu'elle n'était pas une dictature comme les autres, parce qu'après une période d'instauration d'une très grande sévérité qu'elle avait estimée nécessaire, elle aurait apporté la paix et la prospérité à l'Espagne. C'est la façon dont il se présentait. Les franquistes disaient aussi que, et ça leur semblait être une référence de qualité à prendre en considération, que son caudillo et ses élites étaient de fervents catholiques, ce qui était supposé inspirer une profonde confiance. C'est un discours de propagande qui a très bien fonctionné. Donc le franquisme, c'est un régime autoritaire que l'historiographie ne classe pas dans les fascismes, car il est singulier. Singulier parce que, contrairement au fascisme, il ne propose pas l'avènement d'une ère nouvelle, il ne propose pas de projet de société nouvelle non plus, mais un retour aux valeurs traditionnelles, au schéma sociétal polarisé à l'extrême qui caractérisait l'Espagne avant les années 30. Donc, il se réclame aussi, il se réclame aussi des valeurs du catholicisme intégriste. Et dans sa phase d'instauration, c'est ce qui nous intéresse le plus pour ces journées, dans sa phase d'instauration, il a eu recours à des méthodes de répression physique et de censure intellectuelle et de censure de l'information de la culture empruntées au régime nazi.
Son secteur culturel, par exemple, était bâti sur le modèle conçu par Goebbels, puisque c'est un horizon informatif. Au moment de l'instauration du franquisme, il y avait un horizon informatif et un système culturel, un monde culturel qui avait été importé par les phalangistes de la phalange de José Antonio Primo de Rivera, qui était le parti fasciste dans les années 30 en Espagne. Et José Antonio Primo de Rivera avait envoyé son responsable de la culture faire, pendant 2 années, un genre de stage de formation auprès de Goebbels et avait rapporté en Espagne donc un schéma de fonctionnement de la culture qui est identique au schéma de fonctionnement de la culture de l'Allemagne nazie. Ce schéma, cette structure culturelle a fonctionné telle qu'elle jusqu'en 1946. Donc, je reviens à la question de la répression. La culture, donc, inspirée, même calquée sur le modèle nazi, et on repère aussi, pour la question de la répression, les historiens repèrent dans les pratiques de répression physique à l'égard des prisonniers républicains des tentatives génocidaires. Par exemple, le franquisme a eu ces quelques médecins théoriciens de l'existence d'un gène du mal chez les républicains, comme le tristement célèbre Vallejo Nájera, qui a toujours d'ailleurs une rue à son nom dans un petit village de Castille et Léon. Donc il est fondamental pour comprendre le franquisme et ses prolongements et tous les mouvements de récupération de la mémoire et tout le foisonnement culturel qui est attaché, il est fondamental de s'arrêter sur cette question de la répression qui est au cœur du débat actuel. Le franquisme n'a pas été, comme on a pu avoir tendance à vouloir le faire croire, et parfois malheureusement à le croire, une sorte de sous-dictature, une dictature bricolée ou d'opérette, comme j'ai pu entendre parfois. Et son dictateur ne s'est pas, au fil du temps, transformé en bon père du peuple. Il n'a jamais renoncé à ses valeurs ni à ses méthodes. Il a fait infliger la peine de mort, des sévices et des peines de prison très longues pour raisons politiques jusqu'à son dernier souffle. Et s'il a parvenu à donner l'impression d'une sorte de normalisation, d'abord c'est parce que la communauté internationale l'a laissé faire, et c'est aussi qu'il a su institutionnaliser ses méthodes répressives, en les rendant donc légales par la promulgation d'une série de lois votées par des Cortes dont il désignait les membres, comme la loi de responsabilité politique, ou plus tard dans les années 60, à partir de 62, le tribunal d'ordre public. Donc en 62, c'est le moment où on commence à parler de dicta blanda, en faisant un jeu de mots avec dictadura, et qu'on pourrait expliquer en disant qu'on trouvait que c'était une dictature assagie, on va dire. Voilà. Or, le tribunal de orden publico, d'ordre public, était, comme les anciennes lois du moment de l'instauration du régime, strictement orienté à la chasse à l'opposant politique. Voilà. Enfin, pour comprendre les prolongements de la guerre et du franquisme après la transition, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que s'il s'est bien agi d'une dictature militaire qui s'est appuyée sur un parti unique, inspiré du fascisme italien, il ne faut pas perdre de vue non plus que militaires et phalangistes ne sont pas les seuls responsables du coup d'État, ne sont pas les seuls responsables de la guerre et des terribles conséquences humaines et économiques qu'elle a engendrées. Il ne s'agit pas évidemment de les défendre, mais on a dit, et il y a des raisons à cela, on a dit que la répression avait été l'affaire des phalangistes. Et c'est vrai que les gens les voyaient.
Ils étaient présents lors des arrestations, ils étaient présents lors des raclées infligées aux républicains, lors des déplacements de prisonniers qu'on conduisait au peloton d'exécution, lors des exécutions sauvages. Mais ils n'étaient qu'un des éléments visibles de la répression, de la structure répressive. Ils étaient l'élément le plus visible. Les instigateurs étaient les pouvoirs socio-économiques qui s'étaient sentis menacés par les réformes des républicains, raison pour laquelle ils avaient commencé par financer le coup d'État qui amène Franco au pouvoir. Autre élément déterminant dans la structure répressive, il y avait la garde civile qui était en relation avec l'armée pour planifier les arrestations, les conseils de guerre, les exécutions officielles ou non. Dans la réflexion qui nous intéresse pendant ces 2 jours et demi, il est intéressant de voir comment, à partir de cette réalité historique, on est parvenu à modifier l'image, à construire une autre image du franquisme et à le dédouaner de ses responsabilités réelles. Donc le franquisme a pris soin de faire modifier son image, de voir modifier son image. C'est à ce prix aussi qu'il pouvait se consolider et perdurer. Et il a lui-même orchestré la floraison d'une série de mythes à son propre égard, qu'il entretenait et qui visaient à édulcorer son image, à effacer qu'il avait été l'ami des forces de l'Axe, et à faire évidemment retomber les responsabilités de la guerre civile sur les républicains. Je ne prendrai qu'un exemple et qu'un mythe, qui est un mythe clé qui a contribué à troubler les esprits sur la véritable nature du régime en relation avec le thème qui nous intéresse, celui de la répression. Le franquisme a propagé que la majorité des victimes seraient tombées pour des raisons personnelles et pas pour des raisons politiques. En réalité, les familles qui ont été victimes de disparitions forcées, c'est ainsi qu'on les appelle, connaissaient en général le nom des assassins. Mais sous le franquisme, il était inutile de connaître le nom des assassins pour pouvoir obtenir justice. Au contraire, dénoncer ces assassins, c'était s'exposer à être perçu comme un opposant et donc exposer sa propre vie ou celle de sa famille. Donc, sans désignation des coupables, peu à peu s'est installée l'idée que ces victimes seraient mortes pour des raisons personnelles. On répandait, par exemple, pour les femmes, qu'elles avaient été assassinées par des fiancés conduits, ou parce qu'elles étaient mauvaise langue. On voit toutes sortes de choses. Dans le cas des hommes, parce qu'ils avaient fait des dettes qu'ils ne voulaient pas rembourser, pour s'être montrés ambitieux, pour s'être montrés violents. Bref, tout type de prétexte, plutôt que d'admettre qu'il s'est agi, en fait, d'un conflit de classe au cours duquel on a cherché à anéantir l'adversaire. Pour preuve, dans les registres civils, la mention des républicains morts, lorsqu'ils sont mentionnés, se réduit à leur nom et leur prénom. Par contre, lorsqu'on signale la mort et l'exécution de phalangistes, il est consigné qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient des phalangistes, des propriétaires ou des curés. Donc, le mythe des vengeances personnelles visait déjà à libérer les crimes commis de leur véritable nature, c'était des crimes perpétrés dans le cadre d'une purge politique. Une purge politique et sociale, car on a tué les gens de gauche, des hommes politiques, des syndicalistes, la classe moyenne progressiste, fonctionnaires, médecins, avocats, quelques propriétaires, et surtout, par cette répression, on a donné un coup fatal et brutal au monde ouvrier,
pour le punir d'avoir oublié, dans la logique des vainqueurs, le punir d'avoir oublié quelle était sa véritable place dans la société. La littérature l'a dit très tôt avec ses propres mots, et en 1953, l'écrivain Ramón Sender a publié un roman qui s'intitule Requiem por un campesino espagnol, que je pense évidemment beaucoup de gens connaissent ici, mais que j'ai voulu rappeler parce qu'il est magnifique, et aussi parce que, au regard de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, il brosse vraiment un portrait magistral, mais vraiment d'une précision extraordinaire, de l'Espagne des années 30 et de la guerre civile, et un portrait qui est presque une authentique leçon d'histoire. Cela sans jamais utiliser les mots de l'histoire. Voilà, ça c'est de l'histoire qu'on lit entre les lignes facilement. Les enjeux politiques, économiques et humains, ils sont très clairs, les responsabilités des élites locales et de l'Église clairement formulées et les criminels clairement dénoncés, ce qui n'était pas possible dans la réalité. J'arrête sur le franquisme parce que vous aurez compris que je pourrais passer l'heure à vous en parler. Et je propose que nous nous rapprochions de ce que l'on appelle maintenant le mouvement pour la récupération de la mémoire historique, pour comprendre le puissant moteur de réflexion et de progrès démocratique qu'il représente. Et pour le comprendre, il faut faire un temps d'arrêt maintenant sur la période de la transition et ce que l'on a appelé le pacte de l'oubli. Donc, nous le savons tous, et on le dit tout le temps, mais je vais le redire, je suis désolée, le franquisme n'a pas été renversé, et Franco est mort dans son lit, c'est ce que l'on entend tout le temps. Par ailleurs, le général Franco, qui avait disparu avec la conviction d'avoir tout laissé en place pour garantir la continuité de son régime politique, laissait en 1975 un héritage très très lourd, un héritage qui comportait beaucoup de difficultés à surmonter. La construction démocratique était un défi qui devait aborder des dossiers urgents, parfois brûlants et très délicats, le changement de nature politique du régime, la réforme des institutions, la crise économique qui se superpose à cette période, la prise en compte des nationalismes, le rôle des forces armées, la nature des relations entre l'Église catholique et l'État, donc la laïcisation de la société, du fonctionnement de la société, et le positionnement de l'Espagne sur la scène internationale. La tâche était d'autant plus complexe qu'il y avait tout cet agenda, comme on dit maintenant, à accomplir, mais que la classe politique en place était essentiellement composée des membres de l'élite franquiste qui craignaient de heurter les sensibilités des leurs, dans leur propre camp, et se trouvaient dans l'obligation, dans leur désir aussi de rester au pouvoir malgré le changement de système politique, de s'associer aux adversaires politiques d'hier, de la période qui avait précédé, dans un projet de société commun. Les vaincus, qui avaient subi 40 ans de répression franquiste, avaient de leur côté attendu de ce nouvel État la reconnaissance de leurs souffrances. En réalité, ils voient les priorités politiques du moment l'emporter sur leur souhait de réparation des justices dont ils avaient été victimes, et ils s'y sont pliés. Il n'y a pas eu, au moment de la transition, de procès pour juger les anciens bourreaux. Il n'y a pas eu de remise en cause du système que l'on s'est empressé pourtant de démanteler dans ces structures. Il n'y a pas eu de reconnaissance des victimes, pas de réparation, enfin, encore moins de réparation. La rupture institutionnelle avec le franquisme, avec la légalité franquiste, n'a pas eu vraiment lieu. On est passé d'une loi à l'autre, à une nouvelle loi,
Et s'il y a eu une loi d'amnistie visant à libérer les prisonniers politiques à l'époque, qui étaient encore en prison à l'époque, ni la loi d'amnistie de 1977, ni le texte constitutionnel de 1978 n'apportent de réponse aux attentes des vaincus et des victimes de la guerre civile et des exactions franquistes. Donc la démocratie espagnole est bien le fruit d'un travail de consensus entre vainqueurs et vaincus au niveau politique, mais dont le prix à payer a été l'oubli de 40 ans d'histoire, une espèce d'amnésie sur commande. On devait par la suite parler de pacte de l'oubli, c'est une formule qui avait été lancée par l'intellectuel Manuel Vázquez Montalbán. Et par la suite, ce sont les secteurs culturels, intellectuels, qui se sont emparés, dans un premier temps, de ce combat, on peut dire de ce combat. Et on a vu, à partir du milieu des années 80, après la publication du roman Luna de Lobos de Julio Llamazares, l'Espagne vivre une floraison de littérature de la mémoire qui visait, entre autres, à la récupération de celle des vaincus de la guerre civile, de la Seconde République et, curieusement, déjà de la transition. Une fois la démocratie consolidée, lorsque sont arrivées les années 90, une part de la société espagnole qui avait admis de faire table rase du passé réalise que si elle ne demande pas réparation, elle n'obtiendra jamais justice. Et même si les petits-enfants de la génération de la guerre civile ne sont pas les premiers à désirer que la question des responsabilités de la guerre soit examinée, c'est cette génération que l'on appelle la génération des petits-enfants, une génération en mesure de porter un regard en partie dédramatisé sur les événements, qui demande à être éclairée sur le passé des grands-parents, de leurs grands-parents, car ils voient aussi l'urgence. Ces grands-parents sont en train de disparaître, cette génération est en train de disparaître, et elle court le risque de disparaître murée dans son silence. À partir de là, a ressurgi le pacte de l'oubli qui n'a depuis lors cessé, il n'a pas cessé de hanter le débat de société où se sont exprimés des intellectuels, des historiens, des révisionnistes et la société civile en général. Dans ce débat a surgi une critique de la période transitionnelle, du processus transitionnel qui, un temps, avait été jugé comme un modèle du genre dans le secteur politique. Donc il est effectivement difficile de continuer à interpréter de façon idéaliste et idéaliser la transition comme un modèle politique, ne serait-ce que quand on a la confirmation en 2004, grâce aux résultats de la recherche historique, qu'une estimation... pardon, je me suis mal exprimée. Il est difficile, à partir de 2004, de continuer à idéaliser la transition quand on sait, par le résultat de la recherche historique, qu'il y a certainement 140 000 disparus, disparitions forcées, qui ont été décomptées alors en Espagne. 140 000 personnes qui ont été emportées par la justice sommaire entre 1936 et 1950. Donc les dates sont très importantes. Il ne s'agit pas de gens qui ont disparu pendant la guerre. Il s'agit de gens qui ont disparu pendant et après, surtout après, dans la mesure où, comme l'avait prévu Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole, il n'y a eu ni paix, ni pitié, ni pardon. Et après l'armistice, le franquisme a continué la guerre, a prolongé la guerre. L'historien Julián Casanova, qui est une voix importante dans ce débat,
Et il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres historiens qui s'intéressent évidemment à cette question, et le résultat des 140 000 victimes, l'estimation des 140 000 victimes qui est faite en 2004, c'est le résultat du travail d'un groupe d'historiens qui était réuni autour d'un historien un peu plus âgé que Julián Casanova, qui est Santos Juliá, qui avait orchestré ce décompte. Donc, je reviens à l'année 2004, au moment où apparaît ce chiffre, qui n'est qu'une estimation, parce qu'alors le décompte n'a pas été fait sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des régions, des communautés autonomes, comme par exemple la Galice, qui est encore à l'époque gouvernée par un ex-ministre de Franco. Donc, à ce moment-là, l'historien Julián Casanova s'interroge sur le supposé enterrement du franquisme que certains auteurs d'articles pronostiquaient hâtivement dans la presse, notamment à l'occasion du 30e anniversaire de la mort du dictateur. Et il rappelle effectivement que d'anciens ministres de Franco, comme Manuel Fraga, éloignent la perspective d'en finir avec le franquisme, dans la mesure où ils sont encore présents, pour ressusciter inlassablement les mythes, pour fermer les archives, comme on continue à fermer les archives aussi certains secteurs de l'armée ou de l'Église. Et l'interprétation de cet historien, qui est emblématique des courants d'historiens qui travaillent dans le même secteur que lui, son appréciation concrète de la situation politique, de la souffrance des républicains et des contradictions que tolère la démocratie espagnole, rejoint en partie celle des familles touchées de plein fouet, qui se sont irritées des résistances qu'elles rencontraient dans le travail de récupération de la mémoire qu'elles conduisaient depuis des années. Alors ce travail de récupération de la mémoire, il a explosé à la fin du XXe siècle et il marque un tournant dans le processus de la reconstruction de la mémoire historique. Il y a eu des productions littéraires, des productions cinématographiques qui ressuscitaient constamment le contexte de guerre civile, des années du franquisme. Elles ont littéralement explosé. Il y a eu une véritable vague de témoignages et de mémoires qui ont été publiés, émanant des deux camps d'ailleurs, et témoignages et mémoires se sont abattus littéralement sur la vie culturelle des Espagnols et sur les étals de librairie. Il faut rappeler qu'en 1995, le PSOE était encore au pouvoir et avait décidé d'accorder la nationalité espagnole aux survivants des brigades internationales. C'est un moment clé de cette récupération de la mémoire. Le PSOE aussi semblait vouloir contrecarrer l'attitude hostile des dirigeants, enfin, je dis semblait, mais c'est une bêtise, voulait contrecarrer l'attitude hostile des dirigeants du Partido Popular, donc le parti de droite, et qui d'ailleurs, arrivé au pouvoir en 1996, a tout de suite manifesté des réticences, c'est le moins qu'on puisse dire, à satisfaire le devoir de mémoire qui était réclamé par la société. Par exemple, le Partido Popular, en 1996, a été absent lors de l'hommage rendu aux anciens combattants des brigades internationales. L'année suivante, non, quelques années après, en 1999, il a refusé de signer une proposition qui condamnait explicitement le coup d'État militaire contre la légalité républicaine. On pourrait multiplier les exemples. J'en prends un dernier. En 2003, son absence lors de l'hommage rendu par le Congrès des députés aux victimes du franquisme. En fait, sur le plan politique, on peut dire que la fin des années 90 et le début des années 2000 correspondent à la première fois où le centre d'intérêt sont les
on peut dire que pour la première fois, l'histoire des vaincus est au centre d'un débat politique et au centre des affrontements entre les deux partis majoritaires. Parallèlement, il faut mentionner l'activité des associations citoyennes qui ne sont pas étrangères, loin s'en faut, à cette évolution d'un débat politique, en partie née de leurs revendications. Ce sont elles qui, à la suite des associations d'anciens combattants et d'anciens prisonniers politiques, qui s'étaient auparavant constituées dans la mouvance du Parti socialiste unifié de Catalogne et du Parti communiste d'Espagne, ce sont elles, donc, ces associations de citoyens, qui ont attiré l'attention des pouvoirs publics, ont lancé un appel à l'ensemble de la société afin de ne pas laisser disparaître les derniers survivants de la guerre sans avoir recueilli leurs témoignages, sans avoir satisfait leurs besoins de reconnaissance, si ce n'est de réparation. Au-delà du respect que ces associations ont demandé à l'égard des vaincus et des victimes, on a pu observer qu'elles s'insurgeaient aussi au nom de leurs héritiers, habités par les pesants non-dits historiques qu'ont été les pratiques de corruption et de répression sous le franquisme. Plusieurs associations de citoyens militent depuis dans le secteur des mouvements pour la récupération de la mémoire. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a deux que l'on voit qui sont plus visibles et plus importantes en nombre. Il s'agit de El Foro por la Memoria et la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Cette dernière a été fondée par Emilio Silva et Santiago Macías. Elle n'est pas la première association à s'intéresser à la question des lieux d'enterrement des victimes et des exécutions sommaires du franquisme et à leur exhumation, mais ça a été celle qui a été le plus médiatisée, qui a su le mieux aussi médiatiser son action, et notamment l'ouverture de la fosse de Priaranza del Bierzo, dans la région de Léon, a été un moment médiatique et un moment qui a en partie, pendant un temps, éclipsé un peu le travail d'autres associations qui lui sont antérieures. D'autres associations, à sa suite, sont nées, préoccupées par les mêmes interrogations, qui ne partagent pas toujours ses méthodes ou son idéologie, mais, comme je le disais, l'Association pour la récupération de la mémoire historique, du fait de la médiatisation de son action, a largement contribué à l'extension de l'intérêt pour un réexamen du passé historique. Je ne vais pas le détailler, mais vous pourrez lire avec profit l'ouvrage qui a été publié, qui témoigne de l'expérience de démarrage de cette association, qui s'intitule Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas, qui retrace le parcours du grand-père de Emilio Silva, retrouvé dans une fosse, et dans une deuxième partie de l'ouvrage, un sociologue qui s'appelle Santiago Macías fait un parcours et un genre de décompte de ce qu'on appelait les lieux de l'horreur, des charniers, d'abîmes dans lesquels on a jeté les gens, et des méthodes employées pour arriver à les exterminer, à les faire disparaître. Alors évidemment, ce développement de la thématique de la recherche et de la récupération de la mémoire, ce retour, ce réexamen sur du franquisme n'a pas fait que des satisfaits. Il y a eu
un véritable combat mémoriel qui s'est emparé de l'Espagne, un phénomène qui est loin d'être anecdotique et découle de la situation politique. D'abord, on constate que le plus grand développement de l'affrontement entre les héritiers des républicains qui veulent cette récupération de la mémoire et certains, parce que ce n'est pas tous, il ne faut pas caricaturer, et certains héritiers des franquistes qui n'en veulent surtout pas. Donc le plus grand développement de cet affrontement des mémoires coïncide avec la seconde législature du Partido Popular, 2000-2004, et vise de toute évidence à contrecarrer les effets néfastes pour le Partido Popular des actions menées dans le domaine de la récupération de la mémoire historique. Ce qui pouvait apparaître comme un débat de société découle en réalité d'une politique et d'une tactique de propagande orchestrée par le camp des héritiers politiques du franquisme à une période, l'année 2000, où le PSOE, son opposant immédiat, qui était resté jusqu'alors un petit peu en marge du mouvement de la récupération de la mémoire, s'en rapproche. Donc l'objectif a été simple, il s'agissait de détourner la population espagnole de l'évidence que la droite au pouvoir est l'héritière de celle criminelle qui s'est rendue responsable du coup d'État du 18 juillet 1936, de la guerre civile, de l'instauration et du maintien de la dictature. Donc à cet effet, on a tenté de, entre guillemets, purifier la mémoire de la droite et d'empoisonner celle de ses adversaires politiques. Le Partido Popular a puisé ses munitions dans le camp des révisionnistes. José María Aznar, qui était le président à l'époque, n'hésitant pas à déclarer, au constat du succès enregistré par un polémiste qui s'appelle Pío Moa et qui venait de publier un ouvrage pseudo-historique intitulé Los mitos de la guerra civil. Donc José María Aznar n'a pas hésité à déclarer qu'il en ferait sa lecture d'été. Le succès, en particulier de cet écrivain de best-seller, Pío Moa, qui dit incarner la vérité historique, s'accompagne de celui enregistré par des séries, s'accompagne à l'époque, de celui enregistré par des séries télévisées, par exemple, qu'on peut à juste titre qualifier de néo-franquistes, comme le célèbre Cuéntame lo que pasó, et ses records d'audimat. C'est un auteur qui se présente comme un historien, comme un journaliste, et qui prétend remettre en question les travaux des spécialistes de la discipline historique, qu'il accuse de se faire complice de la mémoire rouge. Vous voyez, il utilise déjà la terminologie des franquistes. Il dénonce leur prétendue incompétence, la prétendue incompétence des universitaires qui se seraient délibérément rangés aux côtés des vaincus et se rendraient coupables de calomnie à l'égard des vainqueurs. Et à sa suite, on a vu refaire surface, les thèses du franquisme qu'on croyait à tort en déroute dans la plupart des esprits. Pío Moa s'est exprimé et s'exprime largement dans les médias. Et il déclarait dès 2001 que le général Franco, je vous donne quelques aperçus, que le général Franco avait été bien plus respectueux de la légalité républicaine que les républicains, que le résultat du conflit, c'est-à-dire l'instauration du régime franquiste, aurait supposé une véritable originalité historique, qu'il aurait créé une société nouvelle sur la base d'un développement économique dynamique, qui aurait jeté les bases matérielles nécessaires à la construction démocratique qui s'instaure à la mort du dictateur. Évidemment, dans ce contexte, et le nombre d'exemplaires vendus par Pío Moa est absolument hallucinant. Au bout de 6 mois, il y avait déjà quelque chose comme 7 ou 8 rééditions de Los mitos de la guerra civil.
Donc cette ambiance, cette atmosphère polémique a fait se durcir les positions des militants de la mémoire historique, bien entendu. Et ensuite, une autre vague mémorielle a emporté l'Espagne vers une nouvelle réécriture de son passé, impliquant des protagonistes jusqu'alors anonymes, jusqu'alors silencieux, avec une nouvelle génération d'auteurs, de moins en moins formés à la rigueur de l'écriture, à celle de la discipline historique, de moins en moins aguerris aussi à l'action politique, moins liés aussi que leurs prédécesseurs aux deux familles politiques, mais toujours dans un affrontement entre les deux mémoires. À ce propos, les historiens pourraient, à juste titre, nourrir quelque amertume de voir que dans ce débat, le résultat de leurs travaux était peu pris en compte. La date que je voulais, et l'événement que je voulais commenter aussi, à l'occasion de cette conférence, c'est 2006 avec l'arrivée, enfin, d'une loi sur la récupération de la mémoire. C'est avec, vous l'aurez compris, avec une lenteur incontestable que le monde politique a répondu à cette fièvre mémorielle de l'Espagne. Le Partido Popular s'est construit sur les cendres du franquisme. Donc le rappel de cet héritage est éclairant sur les réticences qu'il a mises au projet de s'acquitter, ne serait-ce que de l'accomplissement d'un devoir de mémoire symbolique. Et le changement est arrivé au moment après l'élection du socialiste Zapatero en mars 2004. Le rôle des Républicains dans la libération de Paris a été reconnu. Lors du 60e anniversaire de la libération des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale aussi, l'Espagne est présente aux côtés des anciennes puissances alliées. Les Cortés sont accordés aux soldats de la Seconde République et aux victimes de la dictature un statut légal de combattant de la démocratie. Et toutes ces décisions se sont accompagnées de grands travaux d'exhumation des fosses communes. Tout cela doit être interprété évidemment comme la reconnaissance officielle des souffrances et de l'existence des disparus. Afin d'inscrire le processus de récupération de la mémoire dans un cadre définitivement officiel qu'on voulait ou qu'on pensait peut-être indiscutable, le gouvernement donc a soumis à l'approbation des Cortés en avril 2006 une proposition de loi qu'on appelle loi de la mémoire historique. Cette loi ne remet pas en question la loi d'amnistie concernant tous les crimes commis pendant la guerre et l'après-guerre, mais permet aux survivants républicains et à leurs héritiers de demander que justice soit faite, soit rendue, ce qui leur donne des droits sur le plan matériel, tels que la possibilité de faire calculer des pensions de retraite ou de veuvage. Puisque déjà, tout simplement, on n'était pas reconnu comme ancien combattant, et une veuve n'était pas reconnue comme veuve de guerre si on avait fait partie du camp républicain. Dans la même perspective, la loi demande aux administrations des communautés autonomes d'aider les familles qui feraient la demande de l'exhumation d'un corps, mesure qui concerne également les descendants des victimes des camps républicains, estimés à 50 000 personnes. Mais le gouvernement, cette loi a des limites qu'ont pointées tout de suite les militants pour la récupération de la mémoire. Le gouvernement a refusé la demande d'annulation des jugements sommaires prononcés par les tribunaux militaires. Ça, c'est très important pour les gens concernés parce que tous les prisonniers, tous les condamnés, en particulier les condamnés à mort, qui ont été exécutés, ont des casiers aux archives nationales d'administration dans lesquels est consigné qu'ils étaient des criminels de droit commun. Et j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de lettres de condamnés auxquels on demandait d'écrire à leur famille
avant qu'ils ne soient exécutés, lettres qui souvent sont restées dans les documents d'archives, dans les dossiers des archives. Et on ne peut pas imaginer à quel point cet élément tenait au cœur de ces personnes. C'est-à-dire que souvent, évidemment, ils disent adieu. Hein. Mais ils se préoccupent, ça revient constamment, ils se préoccupent de la santé de leurs femmes, de leurs enfants, et ils répètent constamment « dis aux enfants que je ne suis pas un criminel, dis aux enfants que j'ai été tué pour des raisons politiques ». Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est au cœur de la reconnaissance dont les familles auraient besoin. Donc, le gouvernement a refusé dans la loi la demande d'annulation de ces jugements sommaires prononcés par les tribunaux militaires, et à la place, la loi a instauré un mécanisme de réhabilitation individuelle, et en outre, il revient à la famille d'en faire la demande. Donc, ce qui va rendre plus difficile l'accomplissement de cet acte. Ce n'est pas une décision qui va être appliquée de façon unilatérale. Voilà. Par ailleurs, se posait la question de la suppression des symboles politiques de la période franquiste, qui n'a été que partiellement comblée. La disparition de ces symboles ne concerne pas l'ensemble de la population, mais déjà, elle aurait dû s'appliquer aux plaques commémoratives, aux blasons et aux armes. Aux armes, oui, aux blasons, c'est ce que je veux dire. Mais il y a aussi une limite qui a été mise, c'est-à-dire que tous les signes, tous les blasons, toutes les plaques commémoratives qui sont sur des bâtiments publics qui appartiennent au patrimoine culturel, au patrimoine artistique, doivent rester en l'état. Vous voyez, on encourage à leur conservation. Voilà. Par contre, la loi encourageait à ce que disparaissent les plaques de rue, les patronymes de personnalités qui faisaient référence à des événements datant de l'époque franquiste. Ça n'a pas été toujours le cas, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai encore vu assez récemment des insignes de la phalange et des doubles plaques de rue, notamment à Zamora, où il y a une rue, enfin j'ai vu une rue qui s'appelait à la fois José Antonio Primo de Rivera et un autre nom encore. Voilà. Et quelques insignes de la phalange qui baladaient encore. Et enfin, il y a comme dernier exemple la question du Valle de los Caídos, où sont enterrés le caudillo et l'icône de la phalange José Antonio Primo de Rivera, qui, dit la loi, devient un lieu de culte permanent consacré à la mémoire de l'ensemble des Espagnols. Il est interdit d'y organiser des cérémonies à caractère politique, susceptibles d'exalter la mémoire des vainqueurs, mais c'est un sujet extrêmement brûlant et auquel, depuis 2004, on n'a pas encore apporté de réponse satisfaisante pour tous. Donc les polémiques ont ressurgi, le débat s'est enflammé à nouveau et les membres du Partido Popular se sont insurgés contre cette loi au motif qu'elle les inscrit dans le prolongement du franquisme et des opposants à la démocratie. Donc on le voit, la société espagnole est tiraillée. Et je reviens rapidement sur l'affaire Garzón, qui nous montre qu'alors qu'on pouvait croire que le processus enclenché suivait sa progression, la condamnation du juge a rappelé aux Espagnols et au reste des observateurs de l'Espagne que le franquisme n'est pas mort, que ses héritiers veillent à leur héritage, d'autant qu'en 2012, le tribunal suprême a prononcé à nouveau à son encontre une interdiction d'exercice de 11 ans, c'est-à-dire une condamnation professionnelle, dans l'affaire Gürtel, qui est une affaire de détournement de fonds publics
de financement illégal dans laquelle étaient impliqués de hauts dirigeants du Partido Popular sur fond de réseaux de corruption. La mobilisation en sa faveur a posé ouvertement la question de la rupture, de plus en plus lisible, du consensus lisse de la transition, et celle aussi d'une enquête pénale sur les responsabilités du franquisme qui reste à instruire. La réparation historique ne saurait en effet s'en tenir au devoir de mémoire qui relève de l'action essentielle de la société civile, de ses responsables politiques, de ses intellectuels ou encore de ses artistes, que l'on a vu lors de la manifestation pro-Garzón procéder à une lecture à plusieurs voix d'un manifeste de la plateforme contre l'impunité du franquisme. Dans ce manifeste, il rappelle que les véritables crimes sont les disparitions et les assassinats, et non l'enquête qu'on peut faire, et non le désir qu'on a de savoir ce qui s'est passé, car dans tout processus de réparation historique authentique, la pièce maîtresse reste l'intervention de la magistrature et de la loi. Malheureusement, les voix assez levées contre le verdict en 2012 contre Baltasar Garzón n'ont pas été aussi nombreuses et aussi retentissantes que le méritait l'importance de l'événement. Ce qui justifie qu'inlassablement les secteurs culturels, la littérature, le cinéma reviennent sur la thématique de la mémoire. Alors je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais rapidement intervenir justement sur ce rôle de la fiction, des représentations. D'abord, alors mes collègues spécialistes de littérature reviendront là-dessus largement, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on observe l'histoire culturelle, on voit très bien que dans les moments où le monde politique se désintéresse ou ne répond pas à la demande de la société de réparation, d'examen, de réécriture, alors on a des foisonnements de publications de romans, de films qui se remettent à traiter ces questions-là, comme s'il y avait une espèce d'alternance. Et lorsqu'on observe, moi j'ai la connaissance plutôt de la production cinématographique, mais il est curieux d'observer que la production cinématographique sous la transition, dans la période transitionnelle, il y a entre 1975 et 2000, il y a 176 films qui ont été tournés, films de fiction, des longs métrages, qui ont été tournés sur la thématique guerre civile, franquisme. On peut observer que sur cette période, le cinéma est extrêmement consensuel. Bien plus consensuel que n'a été le cinéma subversif sous le franquisme, et bien plus consensuel que ne seront certaines productions cinématographiques qui viennent postérieurement à la période de la transition. Voilà. En littérature, mais j'ai peur de dire bêtises, mais il me semble que c'est justement au moment où commence ce combat mémoriel qu'il y a comme ce que moi j'interprète comme un genre d'union de la littérature et de l'histoire, dans l'utilisation qui est faite par les romanciers du matériau historique, notamment en retravaillant à partir des archives, en les réécrivant, en les intégrant, archives écrites, archives iconographiques, à des publications. Voilà, donc c'est un peu ce que j'aurais aimé développer et je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, autre chose qui a attiré mon attention sur ces productions littéraires
Et pour terminer, ces productions littéraires et cinématographiques, c'est que ces dernières années, on assiste à une dans cette production, on assiste, me semble-t-il, à une diversification des points de vue, un examen aussi des contradictions de tous les secteurs. Des contradictions qui peuvent naître évidemment dans le secteur des franquistes et des héritiers du franquisme, mais aussi dans les secteurs de la mémoire historique. C'est le cas d'un auteur comme Trapiello, par exemple, avec Ayer Nomas, où il y a aussi le roman El Impostor de Cercas qui invite à s'interroger sur les contradictions de certaines personnalités. En tout état de cause, dans les productions romanesques les plus récentes, les productions romanesques et cinématographiques les plus récentes sont celles qui, enfin, approchent la question plus clairement et plus crûment, la question de la violence et de la répression, qui est restée longtemps, comme je vous l'ai dit, édulcorée. Donc on peut estimer, puisque en ce moment, il me semble que sur le plan politique, la question de la récupération de la mémoire a été un peu mise au second rang avec la situation économique qui a pris le dessus. Il me semble qu'on peut estimer que ces productions culturelles actuellement ont un rôle important à jouer. Et voilà, j'arrête parce que sinon je vais commencer autre chose. Donc je vous remercie pour votre attention et votre patience. Voilà.